Bonjour à tous, aujourd'hui sur cette réflexion sur l'Amérique latine, la crise politique qui traverse le continent. Avec moi, Braulio Moro, journaliste et co-président, enfin à la direction de France-Amérique latine, et Erika Campelo, co-présidente de Autre Brésil. On va commencer avec toi, Braulio. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du contexte qui se passe, des événements politiques qui se déroulent en Amérique latine? On a vu un revirement très fort des progressismes ces 2-3 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Effectivement, nous assistons à un moment de changement assez radical, si je puis dire, en Amérique latine. On a passé les années 2000 où, effectivement, on avait cette montée de dit progressisme et ensuite la crise qui s'approche de caractère économique et maintenant un nouvel retournement de caractère politique. Les élections qui ont commencé l'année dernière en Amérique latine et qui devront conclure l'année prochaine en 18 pays en total, le résultat de ces élections-là, c'est que de manière globale, on assiste à une régression politique, un tournant à droite, où les courants les plus droitiers sont en train de s'installer. Pour expliquer ça, me semble-t-il, il est nécessaire de prendre en considération un élément fondamental. La politique économique en Amérique latine reste encore un énorme défi pour tous les gouvernements. C'est-à-dire, nous sommes encore dans un des continents les plus inégalitaires. Deuxièmement, les accords de libre-échange n'ont pas donné les résultats escomptés de ces politiques de libération, de libre-échange, avec une population encore majoritairement dans la pauvreté. Et en plus, aujourd'hui, on assiste à une situation où des promesses faites par les gouvernements dits progressistes ne se sont pas accomplies, en laissant la porte ouverte à des gouvernements certainement autoritaires. C'est le cas, par exemple, en l'Argentine, avec M. Macri. C'est aussi, dans un autre contexte, la situation en Honduras. C'est aussi le tournant qu'il y a eu à Costa Rica. Donc, si on fait le décompte, même avec Lénine Moreno en Équateur, on pourrait faire une longue liste de gouvernements qui, aujourd'hui, sont en train de s'installer dans une perspective autoritaire. Ça veut dire quoi, cet autoritarisme? Parce qu'il faut le définir. Cet autoritarisme, ça veut dire qu'il y a une offensive contre les droits sociaux, notamment des mouvements sociaux, une criminalisation de la réponse sociale des mouvements sociaux, et en même temps, un problème qui est clé et qu'il faut qu'on comprenne. C'est qu'il y a eu un moment de confiance, soi-disant, dans ce dit gouvernement progressiste, mais que, au bout de compte, n'ont pas changé la donne, que c'est comment faire évoluer la situation économique centrale de l'Amérique latine. Et justement, enfin, on voit aujourd'hui en Amérique latine, notamment avec le féminisme, une émergence de nouveaux mouvements sociaux très forts de leurs revendications, très forts dans leur présence et leur mobilisation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Je pense bien sûr à l'Argentine, mais aussi à des mouvements qu'on a pu voir au Brésil et d'autres pays, la Colombie aussi, dans ce cadre de ce processus de paix. Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, bien évidemment, ce n'est pas seulement un panorama noir. Il y a des progrès. Effectivement, ce qu'on peut constater dans l'ensemble de l'Amérique latine, c'est une répétition des résistances sociales, que ce soit contre les barrages en divers pays, les barrages hydroélectriques. Il y a les mouvements féministes, les droits, les mobilisations contre les féminicides, que ce soit au Mexique, que ce soit en Amérique centrale. Il y a la question des revendications des droits des communautés indigènes, par exemple, dans le cas de la Colombie, dans le cadre de l'accord de paix qui a été signé il y a 12 ans. Donc, effectivement, il y a des émergences de mouvements sociaux. Les problèmes que moi je peux constater, ou que notre organisation France-Amérique latine constate, c'est que malgré ces mouvements-là, on peut certifier qu'aujourd'hui, c'est la couronne autoritaire qui a l'avantage sur les mouvements sociaux. Et il y a un élément que je voudrais destaquer, souligner, excusez-moi l'expression, auquel on prête peu d'attention. C'est la présence d'un type d'église assez puissant. Ce n'est pas les catholiques, ça on la connaît, l'église catholique, le Vatican. Ce sont les évangéliques qui gagnent de plus en plus de poids dans l'Amérique latine, autour des gouvernements de l'Amérique latine. Je donne 3 exemples. Il me semble que c'est intéressant que les gens comprennent ça. Dans le cas de l'accord de paix en Colombie, lorsque Santos, l'ancien président, a décidé de faire un référendum, les évangéliques, l'église évangélique s'est mise en mouvement pour appeler à voter contre le référendum à faveur de l'accord de paix. Actuellement, les élections qui viennent de se passer au Mexique, avec Andrés Manuel López Obrador a fait un énorme accord avec les partis d'un compte social
qui sont des évangéliques. La même situation, on le verra au Brésil. On parlera après sur ça, mais il est important, Costa Rica, Guatemala, ces points-là, c'est très important. Et donc, il faut que les gens prennent en considération ces situations-là, parce que c'est attaquer à ce qui sont des conquêtes et des droits sociaux de ces mouvements sociaux et de la population en général. Alors Erika, justement, on va parler de ces ruptures qui se produisent, et notamment en s'intéressant au Brésil, pour une raison toute simple, c'est que là où les autres pays qu'on a pu évoquer sont en période électorale, ont terminé leur période électorale, au Brésil, les élections vont avoir lieu dans un brouillard assez dense. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc là, les élections, on est à 1 mois et demi des élections présidentielles au Brésil, pas que présidentielles, hein, pour les gouverneurs d'État, pour les députés des États, pour les députés fédérales et aussi pour les sénateurs et sénatrices, évidemment. Donc, mais pour la question électorale, la tension est très crispée au Brésil. Pourquoi ? Parce que le candidat, l'ancien président Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, qui recueille aujourd'hui sondage récent de lundi dernier, le 20 août, il a une intention de vote de 37%, que c'est énorme. Cependant, il n'est pas sûr de pouvoir être candidat. Et pourquoi il n'est toujours pas sûr ? Parce qu'il est en prison. Il a été condamné en deuxième appel, à 12 ans et demi de prison par corruption et blanchiment d'argent. Alors, ce qui conteste les mouvements sociaux et les partis de gauche brésiliens, tout confondus, donc du PT, le Parti des travailleurs, qui est le parti de Lula, au PSOL, qui est le parti d'extrême gauche, qui a un candidat dont on parlera tout à l'heure, Guilherme Boulos, tous ensemble manifestent contre la prison de Lula en disant que le procès n'était pas équitable. Mais en attendant, Lula est donc toujours candidat. Lula, le PT, le Parti des travailleurs, a présenté le 15 août dernier la candidature de Lula et avec son vice-président qui s'appelle Fernando Haddad, qui est ancien maire de la ville de São Paulo. Et aujourd'hui aussi, dans le même sondage, Fernando Haddad recueille 18% d'intention de vote avec Lula. Donc, si jamais Lula ne peut pas être candidat, Fernando Haddad sera son remplaçant, sachant qu'on saura si Lula pourra être candidat ou pas seulement le 16 septembre, c'est-à-dire 3 semaines avant les élections. Et c'est le tribunal supérieur électoral brésilien qui doit se prononcer, sachant que imaginez, aujourd'hui, personne ne peut dire au Brésil ou ailleurs dans le monde, aucune spécialiste peuvent dire qui sera les deux candidats aux deux candidates du deuxième tour au Brésil. Alors justement, on va en parler un petit peu, puisque Lula fait campagne depuis sa prison, mais il y a d'autres candidats au Brésil, certains très inquiétants, certains qui sont issus de mouvements partis classiques, dans un mécanisme d'alliance complexe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui est en train de se dérouler devant nous au Brésil? Alors, je pense qu'il y a quelque chose de très spécifique, avant de parler des candidats, et je reviendrai, mais quelque chose de très spécifique qui se passe au Brésil, pas que seulement au Brésil, c'est ce qu'on appelle la judiciarisation de la politique, de la vie politique brésilienne. C'est-à-dire, quand on dit que le procès de Lula n'était pas équitable, c'est parce qu'aujourd'hui, énormément de juristes, des magistrats brésiliens se battent et font appel dans toutes les instances possibles pour dire que le procès n'a pas été équitable. Mais ce qui se passe avec Lula, ça se passe avec le mouvement social brésilien depuis longtemps. C'est la criminalisation des mouvements sociaux. Donc là, ça se passe avec une figure publique, politique, très connu, mais ça vient d'un processus, d'un système politique brésilien, d'un système judiciaire brésilien qui a toujours été très raciste et classiste. Donc il ne faut pas oublier le contexte d'où on parle, parce que je pense que pour la France, c'est très compliqué de dire « mais il était jugé 2 fois, et donc coupable ». En fin de compte, Fillon était coupable, j'étais jugé en France. Mais on ne peut pas comparer 2 choses qui ne sont pas comparables. Le système juridique brésilien n'est pas comparable, malheureusement, au système juridique français, qui a aussi ses défauts. Mais bon, ce n'est pas la question aujourd'hui. Donc, juste pour les candidats, donc Lula, 37%. Mais ce qui se passe au Brésil, après, c'est le deuxième candidat, c'est quelqu'un qui s'appelle Jair Bolsonaro, qui a quand même 19% d'intention de vote. Et c'est quelqu'un
quelqu'un qui vient de l'extrême droite. C'est un président un candidat à la présidence très nostalgique de la dictature militaire. Dans son palmarès, beaucoup d'homophobie, beaucoup de sexisme. Mais il n'est pas le candidat du système. Quand je parle du système des marchés financiers, des grands médias brésiliens, des élites. Le candidat du système et des élites brésiliennes, c'est Geraldo Alckmin, qui était jusqu'à peu gouverneur de l'État de São Paulo, qui lui tient 5% des élections, des intentions de vote. Cependant, 5%, c'est rien. Et on est à 1 mois et demi des élections. Le 7 octobre aura lieu le premier tour. Donc on se pose la question, comment quelqu'un qui est le représentant du système néolibéral, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de mots, peut arriver à gagner ces élections. Sachant que au Brésil, les temps de parole à la télévision, parce que là, ça va commencer bientôt, tout ce qui est... Ça a commencé déjà, pardon. Il a déjà commencé, c'est vrai. Il a les débats, et il a aussi les propagandes électorales. Et le parti de Geraldo Alckmin a le plus d'espace de télévision, donc il aura plus de temps à parler à la télé. D'accord. Bon, très bien. Sur ce, on va fermer cette discussion sur la situation en Amérique latine, qui, comme on a pu le voir, est très complexe et sera sujette à de nombreuses évolutions. Merci Erika, merci Braulio. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.